kotonga ekolo esengi bato ya mayele, bato ya bosembo, bato ya molende, bato ya bwanya, pe baye bazali na bolingo ya ekolo pe ya baninga na bango. Vital Kamerhe abengi bana banso ya Kongo tosangana po totonga Kongo ya sika. Bana ya Kongo oyaka ninge tosangana feka telemi po totonga ekolo toleli pasi mingi tonyoka mingi ye feka telemi po na Kongo ya sika. Kongo retonda na richesse mingi ye lokola ekolo ya Brésilere. Nzambe apesa biso ebale ya Congo, deuxième fleuve du monde nsima ya Amazonie. Nzambe apesa Congo forêt équatoriale, deuxième forêt du monde etona nzete piri na nyama. Nzambe apesa Congo mabele ya bilanga ekoki koleisa Afrika ramobimba. Nzambe apesi Congo baminere ndenge na ndenge mokili mobimbara. Le mercredi 5 décembre 2012, vous revenez d'un voyage qui vous a conduit à Dakar au Sénégal. Est-ce qu'on peut en connaître l'objet? Oui, nous avons été honorés par l'Union africaine pour participer à une évaluation, une consultation de haut niveau sur la gouvernance et la démocratie en Afrique. L'occasion nous a été donnée de voir comment l'Afrique est mal gouvernée dans la plupart de nos États. Et nous avons subdivisé l'Afrique en 4 blocs géopolitiques. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et auquel on a ajouté l'Afrique du Nord. Et selon le bloc, on a estimé que l'Afrique centrale était très en retard. On a cité quelques exemples tels que la Namibie, le Botswana, quelques pays qui se sont distingués comme le Sénégal. Et pour la plupart de ces pays-là, ce sont des pays où on a montré finalement la corrélation entre la bonne gouvernance et la démocratie. Ce sont des pays où il y a eu alternance effectivement. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons dégagé un entendement commun. Que la gouvernance, la bonne, telle que nous l'entendons, doit faire la corrélation entre les objectifs de la collectivité, des élus qui représentent cette collectivité, du gouvernement qui sont l'émanation, c'est-à-dire les membres du gouvernement qui sont l'émanation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des élus, mais des autres partenaires. C'est-à-dire, vous avez là dans la société civile, vous avez le secteur privé, vous avez toutes les organisations internationales qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans les différents plans de développement de nos différents pays. Mais une nouveauté, on ajoute l'opposition politique comme partenaire. Le Congo, de ce point de vue, sur papier, est en avance. Parce que nous avons consacré désormais dans notre constitution, à l'article 8, l'opposition comme une institution à part entière et qui a le même droit que les autres partis de la majorité. Il faut bien lire la Constitution. Nous avons une loi portant statut de l'opposition politique dans notre pays. Mais le problème, comme toujours, nous avons de bons textes, mais l'application tarde à venir. Nous avons dit nous devons chercher l'harmonie entre les valeurs fondamentales et les entendements de la population. C'est trop compliqué tout cela pour expliquer, mais je voudrais dire en des termes très clairs, Dakar était une sorte d'éveil de conscience au niveau des Africains, pour dire pourquoi l'Afrique avec autant de ressources naturelles. L'Afrique qui est finalement la prochaine, si pas l'actuelle destination. Après que tout ait été épuisé ailleurs, tout le monde regarde désormais l'Afrique. Et votre humble serviteur est intervenu modestement
pour dire qu'il fallait distinguer les différentes périodes suivantes. La colonisation, les Africains étaient distraits, on a tracé les cartes, on a dessiné l'avenir de l'Afrique sans les Africains. Nos pères d'indépendance ont mené la guerre des indépendances. Nous avons eu des indépendances dans la plupart des pays africains vers les années 60 et d'autres ont suivi. Il y a une deuxième vague qui avait suivi. Mais cette indépendance est intervenue au même moment où finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est la deuxième période, il fallait parler de la guerre froide entre le bloc communiste, représenté par les pays du Pacte de Varsovie, et le bloc capitaliste, représenté par l'OTAN, c'est-à-dire l'Amérique, le Canada et l'Europe occidentale. Mais il y a une autre période qui est arrivée avec l'écroulement du mur de Berlin, la perestroïka avec Gorbatchev, et nous avons connu en Afrique la période des conférences nationales souveraines. Le Bénin, le Congo-Brazzaville, beaucoup de pays ont fait des conférences. Mais aujourd'hui, on parle d'une autre ère, d'une autre période, c'est celle de la mondialisation. L'Afrique qui a raté le train et qui était distrait, on a vu ses fils déportés pour aller développer l'Amérique et donner des moyens en retour à l'Europe. L'Afrique, après la Deuxième Guerre mondiale et qui avait participé à cette Deuxième Guerre mondiale, à travers ses dirigeants qui a joué un rôle dans ces combats idéologiques, l'Afrique de la pré-indépendance qui s'est transformée tout simplement en une sorte de réservoir de matières premières. Est-ce que cette Afrique-là, maintenant, est prête à dire, à l'instar de la Chine qui a saisi les 2 dernières décennies du Brésil pour sortir du trou noir des pays sous-développés, des pays pauvres, est-ce que cette décennie, et c'est mon vœu, qui commence par 2011, nous avons déjà perdu une année, jusqu'à 2020, est-ce que cette décennie sera africaine? C'est la détermination de la plupart des leaders africains qui étaient associés à ces formes. Nous devons savoir d'abord que ce qui a tué l'Afrique, c'est que nous n'avons pas de concertation au niveau des stratégies. Quand on fait le sommet Chine-Afrique, chaque chef d'État, chaque gouvernement va vers la Chine avec son cahier de charges sans concertation préalable. Et la Chine automatiquement se trouve dans une position de monopole. Nous serions dans un groupe de pays, on parlait d'oligopole ou d'Alzaffaire. Mais quand on parle de sommet Europe-Afrique, il n'y a pas au préalable un sommet de l'Union africaine pour dire nous allons faire le sommet Europe-Afrique. Qu'est-ce que nous allons faire entendre comme voix commune malgré nos diversités? Oui, Monsieur le Président. Alors donc maintenant, je voudrais conclure pour dire que nous avons finalement fait des recommandations au chef d'État pour dire qu'au niveau des différentes sous-régions et au niveau de l'Afrique, il faut que nous ayons des concertations parce que nous sommes et nous devons quitter cette chanson d'un continent riche en ressources naturelles. Un exemple, nous avons 60% de toutes les terres du monde, c'est en Afrique. Je peux vous citer plusieurs exemples. Nous devons maintenant utiliser nos intelligences pour transformer ces ressources naturelles en biens susceptibles de satisfaire les besoins de nos populations. Et l'Afrique va devenir ainsi un partenaire respecté dans les concerts des nations dans cette mondialisation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas été représenté ni invité pour la bonne et simple raison que la malgouvernance, c'est ça le mode de gouvernement au Congo. Il n'y a pas eu de démocratie avec les élections qui ont été mal organisées, la volonté du peuple qui a été estorquée. Et nous sommes heureux de voir que l'Union africaine a compris qu'il fallait inviter l'opposition à la personne de votre humble serviteur. Monsieur le Président, avant d'aborder l'actualité au pays, est-ce que vous pouvez nous dire quel message avez-vous apporté à Dakar par rapport à la situation que traverse le pays? Et vous avez aujourd'hui l'impression que votre message a-t-il été entendu? Il y a eu une sorte de dialogue interafricain à Dakar. Puisque quand j'ai senti que tout le monde s'est focalisé sur des dossiers maliens qui attirent tout le monde,
j'ai pris la parole pour dire non. Le Mali, nous sommes solidaires, nous sommes compatissants avec nos frères maliens. Mais le conflit de la République démocratique du Congo date de la suite du génocide au Rwanda en 1994. Nous avons accueilli 2 millions de réfugiés rwandais sur le territoire congolais, parmi lesquels, malheureusement, les ex-phares intérieurement et ceux qui ont pris part au génocide au Rwanda. J'ai expliqué aux gens, regardez la ville de Dakar. Imaginez-vous qu'on vous déverse 2 millions de réfugiés dans la ville de Dakar. Vous imaginez les dégâts sur le plan écologique. Je ne parle pas d'autres dégâts. Et j'ai dit que le Congo, depuis lors, on a commencé en 1996 avec la guerre de l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une spirale de guerre qui a fait la comptabilité déjà macabre de 8 millions de morts. Il y en a qui parlent de 6 millions, de 8 millions, mais de toute façon, les 2 chiffres sont confirmés par les ONG très sérieuses du système des Nations Unies. Et donc, je dis qu'en République démocratique du Congo, puisque j'ai senti que beaucoup de gens parlaient beaucoup plus du génocide au Rwanda, la compassion vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis du Mali, j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un complot, finalement, contre la République démocratique du Congo? J'ai dit, je ne suis pas contre le fait que les gens soient compatissants vis-à-vis du Mali, vis-à-vis de la Somalie, vis-à-vis du Rwanda qui avait connu le génocide à l'époque, que nous avions tous condamnés. Mais aujourd'hui, se déroule un drame sous la barbe de l'Union africaine. Nous avons 17 à 18 000 hommes de casques bleus à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cela n'empêche qu'une femme soit violée chaque minute. Cela n'empêche que le mouvement de rébellion attaque. Cela n'empêche que le gouvernement de la République démocratique du Congo entre en confrontation avec des groupes rebelles à l'est de notre pays. Cela a poussé votre humble serviteur à demander, est-ce qu'il y a une recommandation qui a été acceptée, que l'Union africaine ne puisse pas se dérober de ses missions premières. Même si les troupes des Nations Unies sont sur le territoire congolais, l'Union africaine doit s'impliquer, ne fût-ce que pour l'évaluation commune avec les Nations Unies. Et nous demandons qu'il y ait une plus forte implication. Parce que tout le monde, et aujourd'hui le pape, je vois une bande passante à mon retour, Benoît XVI a dit qu'il n'y a pas d'autre solution moins coûteuse, aussi bien en vie humaine qu'en dégâts au niveau matériel, que le dialogue. Maintenant, dialoguer pourquoi, pour quel objectif et sur quoi on doit discuter, ça sont des questions qui peuvent être soulevées. Et donc voilà à peu près ce que nous avons dit à Dakar. Nous en avons profité aussi pour présenter brièvement notre plan de sortie de crise qui a impressionné les dirigeants africains. La commissaire aux affaires politiques s'est chargée personnellement d'amener ce plan à Mme Dlamini Zuma, la présidente de la commission de l'Union africaine. Vraiment, nous sommes satisfaits au niveau de la production intellectuelle. Nous avons aussi vendu l'image de notre pays pour dire, malgré la guerre qui sévit le Congo, et c'est d'ailleurs ça le malheur du Congo, le Congo souffre de la malédiction de ses richesses. Pourquoi malédiction? Parce qu'en même temps, nous avons un leadership irresponsable à la tête de l'État. Nous avons un État complètement détruit. Et donc, comme le disait le président Museveni à l'époque, et moi la blague ne m'avait pas beaucoup amusé, pour dire que c'est comme dans la prière de notre Père, vous avez beaucoup de richesses dans votre pays, mais vous n'avez pas de sentinelles pour garder ces richesses, alors ne nous soumettez pas à la tentation. Parce que quand nous regardons l'or, quand nous regardons ceci, cela, ça nous tente d'entrer puisque la porte est ouverte et il n'y a pas de sentinelles. La question de l'armée républicaine. Très important, on peut aller parler à Kampala, on peut aller parler à Addis Abeba, mais la question de l'armée doit être la question cruciale. Nous devons comprendre une fois pour toutes que tant que nous n'aurons pas une armée républicaine, nous ne serons pas respectés. Le président Dos Santos, moi je me posais la question chaque fois quand j'arrivais en Angola, 2001, vous savez, j'étais dans les négociations politiques. Nous y avons été conclure l'accord avec le président Museveni le 30 septembre 2002. Mais je me suis posé la question de savoir mais pourquoi cette ville est sale. Le président Dos Santos nous a répondu, il a dit non, moi j'ai bien défini mes priorités. Mais si revenez dans 5 ans, 6 ans, vous allez voir ce que je vais faire de Luanda et des autres villes. Il a commencé par l'armée. Et aujourd'hui, sans nul doute, l'armée angolaise est parmi les armées
le plus efficace de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il est dans ce qu'ici on appelle 5 chantiers, mais lui c'est plusieurs chantiers à la fois, impressionnants et on le voit. Donc, il y a moyen de faire en sorte que les Belges commencent à courir vers le Congo comme les Portugais vont chercher du travail en Angola. Il y a moyen de faire en sorte que les Belges viennent au Congo comme l'ancienne puissance colonisatrice du Brésil, les Portugais commencent à chercher refuge au Brésil. Il suffit d'instaurer un leadership responsable à la tête de l'État. Monsieur le Président, nous allons aborder l'actualité. À votre absence, l'actualité est restée très dynamique. Il y a des délégations qui quittent Kinshasa pour tenir de négociations ou évaluations, le terme fait polémique, à Kampala. Quel est votre propre commentaire par rapport à cette actualité? D'abord, la première chose, c'est que nul n'est prophète chez soi. Et vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il faut être prophète. Non, quand vous avez étudié, et quand vous n'avez pas l'habitude de tricher avec votre propre conscience, vous pouvez voir venir les dangers. Quand nous avons fait ce communiqué en date du 18 novembre 2012, mais comme les Congolais sont malhonnêtes, surtout les amis qui nous dirigent maintenant, ils sautent cette première partie où nous citons clairement, après avoir suivi les cris de détresse du gouverneur du Nord Kivu, M. Julien Paluku. Nous l'avons bien entendu sur Top Congo. On peut aller chercher encore la bande sonore qui dit « Quand vous ne m'entendrez plus, c'est que Goma est déjà tombé puisque ces gens sont déjà dans la ville. » Mais après lui, le porte-parole Olivier Amouli, des FARDC, qui dit « Nous venons d'ordonner que nos militaires se retirent de Goma. » Et nous avons fait ce communiqué pour dire que nous sommes inquiets. La population de Goma est restée sans défense. Et que cela nous inquiète. Et nous avons dit notre compassion. On a été contredit par l'éditorial de la RTNC. Mais malheureusement pour eux, ils l'ont fait en date du 19. Malheureusement pour eux, le 20, ce que nous avions prédit est arrivé. Au lieu de prendre des dispositions sur le terrain, ils commencent à chercher le pouls dans la tête des leaders de l'opposition. Finalement, qui ont présenté, mais on n'a pas commencé aujourd'hui, jusqu'à, peut-être que vous êtes trop pressé, mais attention, ça c'est le plan de sortie de crise de juin 2007 à l'Assemblée nationale. Ce plan de sortie de crise, il est là, donc on n'est pas en train d'inventer des choses, il y a le préambule, il y a le volet humanitaire et des droits de l'homme, nous en parlons en 2007. Vous avez le volet économique, ici la traçabilité de matières premières, puisque nous voyons les dangers venir. Parce que la guerre est aussi économique. Vous avez le volet diplomatique, parce que nous avions estimé que le Rwanda et le Congo sont condamnés par la géographie et l'histoire de vivre en bonne entente. Mais nous devons cultiver des relations de respectabilité mutuelle. Nous devons vider nos contentieux, comme l'Allemagne l'avait fait avec la France. C'est dire la vérité en face et dire à l'autre ce que vous voulez et que l'autre vous dise ce que vous voulez. Et vous trouverez un juste milieu qui est à l'avantage de tout le monde. Nous avons ici les volets à l'époque, le dernier volet, c'était le volet militaire où nous avons exigé Artemis. Alors, en 2008, octobre 2008, à l'Assemblée nationale, j'ai fait ce plan de sortie de crise. C'est intitulé Plan de sortie de crise à l'est de la République démocratique du Congo, adopté au cours de la séance plénière du mercredi 29 octobre 2008. Mais est-ce que le président actuel de l'Assemblée nationale ne peut pas fouiller dans les archives pour retrouver ce plan? Est-ce que tout ce qui a été fait avant est nécessairement mauvais? On ne peut pas adapter ça aux réalités actuelles. Ce plan a 8 volets. Mais nous avons évolué les 5 décembre, non, avant les 5 d'ailleurs, quand il y a eu des élections, puisque nous, il faut toujours bien poser le problème. Nous avons le problème de la crise de légitimité due aux élections mal organisées, et cette question doit être réglée. Et c'est comme ça que nous étions partis, on a fait le plan de sortie de crise que nous avions amené à Addis Abeba. C'était en quelle date? Le 28 janvier 2012. Et nous étions partis, qu'on pouvait lire là-bas. Il y avait IDPS Félix Tshisekedi,
INC Vital Kamene, MLC Jean-Lycée Boussa, Modération Lissanga Bonganga, DTP Martin Fayoulou, USA Christian, 7 Roger Lumbala. Donc on ne commence pas aujourd'hui. Maintenant, les 5, vous vous rappelez très bien de ce plan de sortie de crise, les 5, où finalement j'ai dit par rapport à la crise actuelle, je me suis étalé dans les diagnostics. Et donc aujourd'hui, vous êtes de connivence avec le M23 parce que vous préconisez les dialogues, ce n'est qu'une diversion. Non, d'abord ça, je n'y accorde aucun crédit. Et puis, vous savez, c'est lui qui l'a dit, a l'habitude d'être démenti chaque fois. Vous savez que l'actuel ministre de l'Information, à l'époque où il était vice-premier ministre des Transports, il avait dit à haute intelligible voix que Mobutu ne négociera pas avec les sipo des Rwandais et des Ougandais, Kabila, Laurent Désiré Kabila. Mais quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, il était le premier à organiser une marche sur le boulevard. Mais comme Kabila père, lui on ne le flatte pas facilement comme on le fait avec les fils maintenant, il a refusé de le prendre dans son gouvernement. Alors, le même a dit, et la chanson est connue, retournons un peu en arrière. Nous les suivions quand ils menaçaient même les journalistes et les ONG. Nous voulons mettre la fin de nous voulons faire à la guerre chez nous. Pourquoi vous voulez que nous livrions Taganda à la CPI? Mais vous avez suivi ça. Taganda, nous avons choisi la paix à la justice. Donc nous ne livrerons pas Taganda parce que pour nous, il s'agit de sauver des vies humaines. Mais il ne nous a pas dit à quel moment il a changé pour qu'on livre Taganda. Mais le même, la guerre commence. Il dit, il ne sera jamais question. Et il a dit même à Lingala, même la chambre Nangayawa, ma négociation pour Zalate. Na kopikati la carte de chambre Nangai, pas question de négocier avec les terroristes. Maintenant, on trouve des phrases très faciles. On dit, on va évaluer l'accord du 23 mars 2009. Mais heureusement qu'en Afrique, la honte et le ridicule ne tuent pas. Sinon, beaucoup de gens, des membres du gouvernement, et même au sommet de l'État, les gens peut-être allaient déjà eux-mêmes tirer les conséquences de leur comportement en dents de scie. Ce n'est pas normal. Nous sommes gouvernés comme des petits-enfants. Aujourd'hui, on nous demande la mobilisation générale contre les Rwandais. Le lendemain, vous voyez votre propre président à Kampala, à côté de Museveni et à côté de Kagame. Tous trois en train de signer un communiqué conjoint s'adressant au M23. Et là-dedans, j'ai repéré, je crois, 3 mots. Puisqu'ils disent, on demande au M23 d'abord de se retirer de la ville de Goma. Et puis on demande à la République démocratique du Congo d'écouter et de répondre aux revendications légitimes de M23. Revendications légitimes. Le mot légitime a tout son sens. Donc, le communiqué de Kampala a 2 implications. La première, c'est qu'on a dédouané le président Paul Kagame. Donc, tout ce qu'on disait sur lui était faux, puisqu'apparemment, il a signé. Et maintenant, le conflit s'est ramené là où le Rwanda l'avait souhaité, c'est-à-dire un dialogue entre le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et même la dame le disait avec une certaine ironie, en disant, si vous voulez notre aide, nous allons vous aider. Mais c'est une affaire interne au Congo. En signant ce communiqué, donc on confirme cette thèse-là. Et donc, la deuxième implication de ce communiqué de Kampala, c'est qu'on légitime la guerre de M23. Il faut bien lire les mots ont tous leur sens. Alors nous disons, les délégations, vous dites, sont en train de partir. Oui, est-ce que les choses se passent telles que vous l'auriez souhaité? Non, je ne suis pas le bon Dieu, et puis nous devons être humbles nous tous. Il n'y a personne qui est détenteur d'une solution magique. Tout ce que nous devons faire quand la nation est en danger, comme c'est le cas maintenant, on doit commencer par celui qui s'est dit le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Il doit descendre de son piédestal, consulter les gens, même les gens qui n'aiment pas. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. Pourquoi ne pas créer d'abord une détente ici au plan interne avant d'aller discuter à l'extérieur? Est-ce que le président Kabila a invité le président Etienne Tshisekedi ou a cherché à le voir pour parler du
contentieux qui les opposent autour des résultats du 28 novembre et le président Etienne Tshisekedi a refusé et que secondairement ou au même moment, il pouvait parler de la guerre. Est-ce que le président Kabila nous a invités, nous, et les autres nous avons dit, tout en sachant quel serait l'ordre du jour de la discussion, la forme, et ça se passerait comment, pour parler de la nation congolaise, nous avons dit non. Non, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui est détenteur du certificat d'enregistrement de la République démocratique du Congo. C'est un patrimoine commun et les gens qui gèrent doivent savoir que c'est le peuple qui gère à travers eux et que le peuple à tout moment peut les descendre quand ils sont incapables de répondre aux attentes du peuple. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis toujours peiné de constater que nous, les Africains, peut-être, en théorie, nous sommes déjà indépendants, mais sur le plan mental, nous sommes encore sous le joug de la colonisation. Et ça nous colle tellement à la peau que nous sommes une génération qui n'est même pas concernée par la colonisation, mais nous nous comportons comme des colonisés, comme des obligés des Occidentaux. Quand un fils du pays, ou bien quand un Africain dit dialoguer, on vous diabolise. Tout un éditorial. Monsieur Vital Kamerhe demande le dialogue parce qu'il veut se frayer un poste. Mais là, quand Latsou l'a dit, quand Ban Ki-moon l'a dit, le pape l'a dit, tout le monde l'a dit, alors voilà, c'est le président lui-même, il va même au-delà de ce que moi j'ai demandé. Lui, il va restreindre ça au niveau du gouvernement et de M23. Mais là, ils vont tomber encore dans les accords du 23 mars 2009 bis, puisque ce qu'ils vont se dire là-bas, ça les engage, la composante gouvernement et la composante M23. Ce que nous aurions pu faire, c'est quoi? Primo, nous devons dialoguer. Dialoguer sur quoi? Chaque composante doit avoir ses termes de référence et harmoniser ces termes de référence pour avoir les termes de référence du dialogue. Secondo, quel est le format de ces dialogues? Qui doivent participer à ces dialogues? Parce que les objectifs sont connus. Nous devons recouvrer l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Nous devons sortir de là avec des institutions qui sont légitimes et des autorités légitimes. Et donc, nous ne devons pas oublier qu'il y a la question de la légitimité, la question de la vérité des urnes. Et nous disons, troisièmement, nous devons savoir, ce dialogue il va se tenir où et il va avoir quelle durée. Il faut fixer la durée. Sinon, nous sommes partis et on avait commis ces erreurs-là. L'histoire nous permet toujours de corriger. Quand on est parti à Gaborone, on a quitté Gaborone, on est allé le 15 octobre 2001 à Addis Abeba, on a quitté Addis Abeba, on est allé à Abuja, on a quitté Abuja, on est allé à Genève, on a quitté Genève, on est allé à Bruxelles pour aller atterrir à Sun City du 22 au 25 février 2002. Échec, Emma. Et donc, il fallait attendre qu'on désigne un fils africain, Moustapha Niasse, par la résolution 1448, pour que le 17 décembre 2002, nous ayons l'accord global et inclusif. La quatrième chose qu'il faut savoir quand on veut dialoguer, c'est de savoir la médiation sera faite comment. Nous savons déjà qu'il y a le président de la conférence internationale des Grands Lacs, mais nous, au niveau de l'opposition, nous pouvons exiger un peu plus. Parce que nous savons qu'au niveau de nos acteurs du gouvernement, ils acceptent des choses qu'ils n'appliquent jamais. Il faut une garantie de la communauté internationale. La CRJ, il est là et nous demandons que l'Union africaine, en tant qu'organisation continentale, s'implique, que les Nations Unies s'impliquent. On peut créer un panel de médiateurs et parler de la comédiation, puisqu'il s'agit de la question congolaise. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, ce professeur d'université que nous voyons régulièrement à la télévision, sur l'émission de Freddy Mulumba, Télé 7, on sent qu'ils sont intelligents, qu'ils n'ont pas de couleur politique. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas aller pour faire partie de l'équipe des médiateurs pour que les intérêts du Congo, là on parle du Congo, il y a un peu plus de Congolais. Et nous disons, le dialogue c'est aussi, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on peut résoudre la crise par la crise? Non. Ça signifie qu'en quittant là-bas, il faut qu'on arrive à des choses. La première, on doit mettre fin définitivement à la guerre, nous recouvrons
nos frontières. La deuxième, nous devons mettre fin à la crise de légitimité qui est dans notre pays, avec un leadership très faible à la tête de l'État, avec des élections qui ont été tronquées. Et donc c'est pour cela que, avant de partir à l'Union africaine, j'avais été voir le président Étienne Tshisekedi pour échanger sur la stratégie commune à adopter, pour lui dire, vous avez été élu, monsieur Étienne Tshisekedi. Mais vous ne parlez pas. Il faut parler, parce que votre voix est plus forte que celle des Camérés. Mais si celle des Camérés s'ajoute à la vôtre, et celle des autres, et Wanga tout le monde, nous formons ce qu'on appelle une force, un leadership fort. Un leadership, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Heureusement, il a écouté et l'IDPS a parlé. On a livré le message du président national de l'IDPS. Donc nous voulons qu'au niveau de l'opposition, nous puissions nous mettre en ordre de bataille. Nous devons faire des préconcertations entre nous, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Nous avons l'opposition parlementaire, nous avons l'opposition extra-parlementaire, nous avons les litiges de la vérité des urnes. Mais comment vous allez qualifier l'IDPS pour le moment? Puisque si vous dites que l'IDPS est parlementaire, vous risquez en même temps de vexer le vieux. Puisque pour nous, nous savons que le vieux a gagné. Et que le vieux, lui, ne considère pas que l'IDPS est dans l'opposition. Maintenant, comment faire une mayonnaise en tenant compte de cette opposition plurielle, mais que nous puissions dégager des points d'intérêt communs en nous oubliant, nous, en privilégiant le peuple congolais. Voilà pourquoi, très rapidement, je vais encore, puisque le président Tshisekedi lui-même m'avait demandé de discuter avec Diomi Ndongala pour que une commission vienne de notre côté, c'est-à-dire nous qui avons accepté d'entrer à l'Assemblée nationale, et qu'une commission, les experts viennent aussi du côté de l'IDPS, et que nous nous mettions ensemble pour qu'on lui rédige un document de stratégie que nous allons adopter ensemble. Alors il ne faut pas qu'on mette la charrue devant le bœuf. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. kotonga ekolo esengi bato ya mayele, bato ya bosembo,